Bienvenue sur la chaîne YouTube de SIS Radio. Merci de vous abonner. Activez la clochette pour être notifié lors de nos prochaines vidéos. Lâchez votre pouce bleu et les commentaires, on adore ça. Claude Bonniquet, la question que tout le monde se pose, si on est un habitant de Paris, de Bruxelles, de Londres, de Berlin, est-ce qu'on peut recevoir une bombe atomique sur la tête? Alors, à l'heure à laquelle je vous parle, non. Claude Bonniquet, la question que tout le monde se pose, si on est un habitant de Paris, de Bruxelles, de Londres, de Berlin, est-ce qu'on peut recevoir une bombe atomique sur la tête? C'est une bonne question. Alors, à l'heure à laquelle je vous parle, non. Très clairement, on n'est pas en guerre avec la Russie. Il n'y a aucune raison qu'il y ait un conflit aujourd'hui, à cette heure-ci, entre la Russie et nous. Maintenant, les choses peuvent évoluer. Surtout étant donné que quand même globalement cette campagne limitée est un désastre pour la Russie, donc à un moment donné elle pourrait être poussée vers des mesures extrêmes. Alors la question aussi que tout le monde se pose, est-ce que c'est le fait de pousser l'ours dans son coin et de l'acculer à ne plus avoir qu'une seule option, c'est-à-dire l'attaque, l'agression, est-ce que quelque part nous ne sommes pas, nous Européens, victimes d'une guerre géopolitique qui dure depuis très longtemps entre les États-Unis et la Russie, et le fait d'être au milieu nous met dans une situation bien inconfortable? Non, je pense qu'on a été timide et qu'on a été angélique. En fait, il faut voir les choses sur une perspective plus longue. Ce qui compte, c'est pas ce qui s'est passé depuis 2 mois en Ukraine, même si pour le moment, évidemment, c'est l'essentiel. Ce qui compte, c'est l'attitude générale de la Russie, je dirais depuis des siècles, mais disons surtout depuis que l'Union soviétique a disparu. On a eu une période dans laquelle l'URSS était en pleine déstabilisation, le crime organisé régnait, la corruption, on avait peur qu'un général se taille en Corée du Nord avec une bombe atomique sous le bras. Enfin bref, c'était un cauchemar. Et puis on a eu la stabilisation grâce à Poutine et ça nous a tous servi. Mais qu'est-ce qui s'est passé après, à partir de 2007? On a vu la Russie commencer à reprendre une place qu'on ne lui niait pas, mais une place excessive sur la scène internationale. Je vous arrête 2 secondes. Oui. Est-ce que ce n'est pas parce que la Russie et les Européens étaient en train peut-être de faire ami-ami et que ça embêtait peut-être le bloc américain et qui a peut-être tout fait pour que ça ne se passe pas cette entente cordiale entre Européens? Je ne vous savais pas aussi anti-américain. Je pose les questions qui sont les questions de base. D'ailleurs, il y a beaucoup de commentaires pour l'instant et il faut justement faire attention à ça. Tous ces commentaires vont dans le même sens. Est-ce que ce n'est pas une stratégie depuis longtemps assumée par les États-Unis que nous ne voulons pas, nous, voir de notre côté? Alors, le fait que les commentaires aillent quand même assez massivement dans un sens américain prouve essentiellement à mes yeux que la propagande russe et les usines à trolls fonctionnent bien. Parce que, soyons quand même très clairs, si les Russes se sont arrêtés à la frontière de l'Allemagne de l'Est en 1945, c'est parce qu'il y avait des soldats américains en Europe. Si ils ne nous ont pas envahis dans la foulée de la Tchécoslovaquie en 1968, c'est parce qu'il y avait 300 000 GIs en Allemagne. Si depuis nous avons vécu un peu à crédit sur la défense, c'est grâce aux Américains, aux parapluies nucléaires américains, un peu français aussi, mais américains et aux troupes américaines. Donc les États-Unis ont évidemment des intérêts économiques qui sont les leurs et qui ne sont pas les nôtres. Il y a une concurrence, il y a une guerre commerciale entre nous, ça c'est très clair, comme entre tous les États et tous les blocs. Mais les États-Unis sont clairement et depuis longtemps un allié de l'Europe de l'Ouest, pas un ennemi. Notre ennemi, c'est la Russie. Il ne faut pas confondre. Notre ennemi, c'est la Russie. C'est important d'entendre ce mot-là. Est-ce que notre ennemi est vraiment... Parce que, alors, nos ennemis sont les Russes aussi. Mais qu'avons-nous vu, par exemple, en Afrique? En Afrique, depuis 2014, on a des opérations militaires essentiellement françaises, mais disons européennes, même si elles sont portées militairement par la France, pour combattre le djihadisme et maintenir le djihadisme loin des frontières européennes. On y arrive avec un certain succès, en tout cas en Afrique. Qu'est-ce qu'on a vu? On a vu les Russes envoyer le groupe Wagner pour prendre la place de la France au Mali, et ça a marché. Et demain, ce sera le Niger. En Centrafrique, on a voulu régler une question qui était une guerre civile sanglante entre le pouvoir et son opposition. La France y était arrivée. Qu'a-t-on vu? On a vu les Russes arriver avec le groupe Wagner à nouveau et nous mettre des bâtons dans les roues, et aujourd'hui, l'Afrique centrale est un cauchemar. Qu'avons-nous vu en Syrie? Nous avons vu des populations civiles bombardées avec des fûts d'explosifs et des bombes à essence. Je veux dire, ça, c'est ce que la Russie fait. Nous n'avons pas provoqué la Russie. C'est la Russie qui, militairement, exerce sur nous une pression indirecte, mais une pression très réelle depuis plus de 10 ans. Et bien sûr, il y a eu l'annexion de la Crimée en 2014, et
depuis 2 mois, la guerre en Géorgie, la guerre en Ukraine, avec peut-être demain une extension de la guerre sur la Moldavie. Cette pression militaire doit s'arrêter, et manifestement, la seule manière de l'arrêter, c'est ce qu'on fait pour le moment, c'est de contrer la Russie aussi fort et aussi puissamment que nous le pouvons. Alors, comment expliquer que les États-Unis aient réagi si timidement au début et si massivement après? Quelle est cette posture de désintérêt apparent tout début, ou en tout cas de grande retenue, pour ainsi nous montrer 6 semaines, 8 semaines après, l'étendue de leurs moyens quand il faut investir 30 milliards de dollars? Oui. Alors là, on se pose des questions. Alors, cette timidité a été aussi le fait de l'Europe. Mais rappelez-vous ce qui s'est passé le 24 février. Nous avons été les seuls, quelques jours plus tard, enfin pas les seuls, mais on n'était pas très nombreux quelques jours plus tard, dès le début mars, à dire que la Russie avait déjà perdu la guerre en Ukraine. Mais le 24, le 25, le 26 février, quand on voit ces colonnes de dizaines de kilomètres de chars qui roulent vers Kiev, l'affaire est pliée. Tout le monde dit, les Ukrainiens, ils sont gentils, mais ils vont être écrasés par les Russes et on ne va pas faire la guerre à leur place. On donne quelques heures à Kiev, d'ailleurs. On donnait à certains moments quelques heures à Kiev, quelques jours au maximum, jamais une semaine ou 2. Ça fait 9 semaines que ça dure. Et Kiev ne sera pas pris. Et Kiev ne sera jamais prise. Et on a donc à ce moment-là, à partir du moment où l'Ukraine a prouvé qu'elle avait une volonté d'abord, une capacité à résister, et malgré tout ce que dit la propagande russe, que l'Ukraine a prouvé qu'elle avait un gouvernement et un président légitime, et pas un drogué nazi, comme dit M. Poutine, puisqu'il est soutenu manifestement par l'immense majorité de son peuple, à ce moment-là, la machine s'est mise en route, aussi bien des 2 côtés de l'Atlantique, aussi bien aux États-Unis que chez nous, et les fournitures sont devenues plus importantes. Alors il y a quelque chose clairement qui nous différencie des États-Unis, c'est que nous avons peu de réserves d'armement en Europe, et par exemple, nous ne construisons pas nos munitions. Ça nous rappelle quelque chose, ce sont les masques pendant l'épidémie, on ne les construisait pas en Europe, on doit les acheter en Chine avec tous les problèmes que tout le monde a connus. Aujourd'hui, on a des obusiers, on a des lance-missiles, mais la plupart des munitions, on doit les acheter à l'étranger, par exemple au Brésil, ce qui est assez étrange. Donc c'est aussi une piqûre de rappel, cette guerre. On va devoir recentrer une industrie de défense chez nous. Mais nous faisons un effort. Les Américains font un effort démesuré, mais qui est à la hauteur et à la proportion de leurs moyens. Mais par exemple, quand la France livre 12 canons ou 13 canons César à longue portée qui tirent à 40 km, c'est le quart ou le 5e de ces canons César en usage dans l'armée française. Donc c'est quand même un effort énorme. Un effort énorme. A-t-on le temps de faire tous ces efforts ou cette fameuse bombe pourrait réellement tomber? Parce que si l'ours est acculé dans son coin, il n'a peut-être plus aucune autre solution que celle de lancer du moins peut-être une bombe tactique, et peut-être pire. L'image de l'ours me dérange toujours un peu parce que j'aime bien les animaux, j'aime bien les ours et je trouve que M. Poutine est beaucoup moins sympathique qu'un ours qui ne se battra que pour manger ce dont il a besoin pour se défendre et défendre ses petits, ce qui n'est pas du tout le cas de M. Poutine aujourd'hui. Mais bon, passons sur cette digression zoologique. Est-ce que la Russie peut se sentir acculée? Oui et non. Il est clair que, soyons très très clairs, la Russie va de défaite en défaite en Ukraine. Elle n'arrive même pas à prendre Mariupol. Les Russes disent oui, on contrôle Mariupol. Oui, d'accord. Sauf un petit îlot qui est l'usine à Vostal, qui fait quand même des dizaines de kilomètres carrés. Donc, ils ne contrôlent pas Mariupol. Hier, ils ont été repoussés à 40 kilomètres apparemment de Kharkiv, dans le nord. Donc, c'est une série... On leur a coulé deux vedettes rapides dans la mer Noire hier également. Vous me semblez bien optimiste, Claude. Non, attendez, je ne l'ai pas terminé. Donc, clairement, la Russie va d'échec en échec. Donc, qu'est-ce qui va se passer très probablement? C'est ça le danger. Oui, mais à un moment donné, sauf si on est totalement obtus ou sauf si on est dans un état qui n'est plus un état de raison, on comprend que si on va d'échec en échec, c'est qu'il y a une raison. Et que si on va d'échec en échec face aux Ukrainiens, il faudrait peut-être éviter de se frotter à l'OTAN, parce que là, soyons très clairs, si l'Ukraine arrive déjà à battre l'armée russe en Ukraine, les armées de l'OTAN écraseront l'armée russe s'il y a un affrontement direct. J'en reviens toujours à cette menace nucléaire. Alors effectivement, ça pourrait, c'est une possibilité. Je pense que pour le moment, face à ces défaites, Poutine a 3 ou 4 options. La première, c'est la moins probable, c'est la négociation. C'est dire, je retire, j'ai eu tort, je me retire, je retire mes troupes, et on négocie. Ce serait la meilleure solution, et c'est celle vers laquelle on pousse, mais c'est clairement la moins probable. La deuxième solution, c'est l'intensification de la guerre.
Ça, c'est assez probable. On a d'abord pensé que le 9 mai, pour la fête le défilé de la victoire à Moscou, puisque la victoire est fêtée le 9 mai et pas le 8 mai en Russie, pour des questions de fuseau horaire, on a pensé que Poutine voulait annoncer une grande victoire. Aujourd'hui, les renseignements américains et britanniques disent non, il va déclarer la guerre en Ukraine. Alors nous, ça nous semble un peu surréaliste, parce que la guerre, elle est là. Pas pour les Russes. Pour les Russes, on leur a vendu, une opération. Et c'est ce qu'ils disent, une opération militaire spéciale. Bon. La guerre, ça veut dire quoi? Ça veut dire que déclarer la guerre, ça permet d'envoyer les réservistes et d'envoyer les conscrits, ce qu'ils ne peuvent pas faire aujourd'hui. Et là, ça veut dire une intensification des opérations sur le terrain avec beaucoup plus de brutalité. Difficile à imaginer aussi, mais pour ce qui est de la brutalité, les Russes, on peut leur faire confiance, on ne sera pas déçus. À partir de ce moment-là, ce qu'on va avoir, troisième option, c'est une intensification des livraisons d'armes européennes et américaines. Donc une montée en puissance, si je peux dire, de la nervosité russe. Un risque de conflit conventionnel, des frappes sur la Pologne, la Roumanie, les lieux où on assemble, on livre, on rassemble les armes qu'on livre à l'Ukraine. Je reviens à ce que je disais, la Russie ne peut pas écraser, même faire jeu égal avec l'OTAN en termes conventionnels. Donc effectivement, quatrième option, la guerre nucléaire. Mais la guerre nucléaire, c'est une guerre de perdants. Personne ne gagne la guerre nucléaire. Ça ne sert à rien à Vladimir Poutine de bombarder et d'atomiser Bruxelles, Berlin, Paris, Washington, New York, Londres et quelques autres villes, si c'est pour après régner depuis un bunker sur un pays qui sera clairement un grand parking et un désert nucléaire pour 100 ans. Donc on peut espérer qu'il y aura une certaine raison, ou que d'autres autour de lui, parce que c'est une chaîne de commandement. C'est lui qui décide, bien sûr. Mais la chaîne nucléaire, à un moment donné, c'est pas Poutine qui appuie sur le bouton. À un moment donné, il donne des ordres. Les ordres passent par son chef d'état-major, par le chef des opérations militaires, par le chef de la défense de l'artillerie, puisque le nucléaire c'est de l'artillerie pour les Russes, par les différents échelons, missiles, avions, etc., sous-marins qui doivent, donc la marine, etc. Autant de possibilités qu'à un moment donné, quelqu'un dans la chaîne dise non, je ne le fais pas. Et si quelqu'un dans la chaîne dit non, je ne le fais pas, la machine est grippée, s'arrête. Donc, il n'y a pas de fatalité de la guerre nucléaire, même si, dans un délire total, Poutine s'y résignait ou était convaincu que c'était la solution, ce que je ne crois pas qu'il fera. Donc, en fait, on revient à ce que nous sommes pour le moment, maintenir une pression massive sur la Russie, sans aller trop loin. On pourrait peut-être, personne ne le dit aujourd'hui, mais on pourrait peut-être envoyer des troupes un jour en Ukraine. Si, par exemple, Vladimir Poutine utilise des armes chimiques ou utilise une arme nucléaire tactique en Ukraine, la situation sera tout à fait différente. Mais il ne faudra pas entrer sur le territoire russe. Ça, ce serait une menace inacceptable pour la Russie. On peut très bien ramener les Russes à la raison et surtout, au-delà du fait de libérer l'Ukraine, faire en sorte, ce qui est quand même le but de guerre fondamental, l'effet final recherché, comme on dit, en termes militaires, arriver à ce que la Russie soit calmée pour 10, 20 ou 30 ans. Parce que si c'est pour avoir une victoire aujourd'hui en Ukraine et que dans 6 mois, dans 1 an, les Russes cherchent une revanche ou s'attaquent à un autre pays, on ne va pas recommencer le même effort qui nous coûte à tous, entre les livraisons d'armes, le prix de l'essence, etc., une fortune. Donc il faut que la Russie soit calmée, revienne à la raison pour 20 ou 30 ans. D'accord. Eh bien, on verra ça. Mais il y avait moyen de revenir à la raison à la fin de la guerre 18, ce qu'on n'a pas fait. Donc la meilleure façon de revenir à la raison, c'est d'arriver à une paix où personne n'est humilié. L'humiliation russe ne va certainement pas nous mener vers quoi que ce soit de bon dans les 20-30 ans qui viennent non plus, Claude Molliquet. Bien sûr, mais l'histoire est pleine de leçons et on ne les apprend pas toutes. La guerre de 14-18, c'est très clair que au traité de Versailles, on a humilié la Russie et préparé la Seconde Guerre mondiale. Humilié l'Allemagne et préparé la Deuxième Guerre mondiale. Mais en revanche, la fin de la Seconde Guerre mondiale, on a, pour ceux qui s'en rappellent ou qui voient les images, on a aplati l'Allemagne. On n'a plus jamais eu de problème avec les Allemands depuis, qui sont devenus un excellent partenaire européen et un moteur de la construction européenne. Et on a quand même presque aplati le Japon. Et le Japon est un de nos meilleurs alliés aujourd'hui. Donc parfois, les leçons sont apprises. Le Molliquet Time, la prochaine vidéo, nous enseignera d'autres choses qui sont mouvantes, qui bougent. Et c'est pour ça que c'est passionnant. À très vite. Merci Claude Molliquet. Merci. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne SIS Radio, lâchez votre pouce bleu, activez la clochette pour être notifié lors des prochaines vidéos et laissez-nous vos commentaires. On adore ça.